Salut les mecs. La capacité de super vitesse dans les films, comiques et dessins animés de super-héros est l'une des plus impressionnantes et des plus difficiles à écrire correctement dans la fiction justement. Et la raison, c'est juste que ce pouvoir est incroyablement puissant. En fait, ça rend le personnage qui maîtrise ce pouvoir presque invincible, surtout si ce pouvoir est bien exploité. Pourtant, les speedsters, tels qu'on les appelle, c'est-à-dire ces personnages qui sont capables de se déplacer à la vitesse de la lumière, perdent régulièrement dans des affrontements et dans des circonstances qui défient toute logique. Non pas parce que l'adversaire est à la hauteur, mais justement parce que les scénaristes imposent des défaites artificielles à ces speedsters, justement. Et on va prendre un moment dans cette vidéo pour analyser tout cela en examinant les cas les plus emblématiques dans la fiction de speedsters maltraités par une mauvaise écriture. Alors on va commencer tout tranquillement avec Quicksilver, donc Vif Argent, effectivement, de l'univers X-Men. Là par contre, il s'agira seulement de l'univers de la Fox, et non pas du Quicksilver du MCU, dont le cas sera effectivement traité un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, on va commencer tout tranquillement avec le Quicksilver, tel qu'on nous le présente dans Days of Future Past. Alors, dans ce film-là, Quicksilver est introduit comme un personnage incroyablement puissant, et on va le dire assez marrant, assez amusant. La scène emblématique où il sauve tout le monde dans la cuisine du Pentagone est devenue juste légendaire pour sa créativité, et aussi pour son utilisation spectaculaire du pouvoir de la super vitesse. Quicksilver se déplace si rapidement que le temps semble presque figé pour lui. Il manipule des objets, décale les balles de leur trajectoire initiale et sauve plusieurs personnages dont son père et Charles Xavier, dans ce qui ressemble en fait à une danse chorégraphiée. Tout cela établit qu'il est presque invincible, surtout quand il est en capacité d'utiliser ses capacités à plein potentiel. Et le problème déjà, tout d'abord, c'est que la non-utilisation de ce personnage dans tous les moments cruciaux dans les films qui suivront, et surtout dans les moments importants qui suivront dans la continuité des X-Men de la Fox, rend ça ultra frustrant. Parce que si Quicksilver est capable d'accomplir tout cela en quelques secondes à peine, pourquoi ne joue-t-il pas un rôle plus décisif dans les batailles majeures à venir? Et surtout, et on va passer au film suivant, dans X-Men Apocalypse, c'est juste ridicule, puisque Quicksilver est toujours représenté comme étant extraordinairement rapide, mais cette fois, les incohérences dans l'écriture deviennent de plus en plus évidentes. C'est-à-dire que si on prend par exemple la scène du sauvetage de l'école, lorsque l'on voit Quicksilver sauver tous les étudiants et les professeurs de l'école des mutants juste avant son explosion. Encore une fois, cette scène réaffirme son statut de speedster quasiment omnipotent. Pourtant, cette démonstration soulève une question majeure. Pourquoi un personnage avec de telles capacités n'est-il pas capable de neutraliser Apocalypse ou même d'intervenir de manière significative dans la bataille finale? Puisque lorsque l'on voit Quicksilver se confronter à Apocalypse, c'est juste ridicule. Puisque lors de leur affrontement, Quicksilver utilise sa super vitesse pour le frapper à plusieurs reprises, lui infligeant des dégâts assez visibles. Pourtant, Apocalypse parvient, pour une raison qui m'échappe toujours, à suivre ses mouvements, à réagir et à finalement le neutraliser et en lui cassant la jambe, il me semble. Alors, cela défie, on va le dire, toute logique, puisque Apocalypse n'a jamais été présenté comme ayant des réflexes ou même une perception du temps capable de rivaliser, ne serait-ce que rivaliser avec celle de Quicksilver. Et sa capacité à jouer des coudes avec un personnage aussi rapide que Quicksilver n'est jamais expliquée et semble être juste une simple commodité scénaristique pour juste permettre aux méchants de rester encore une menace crédible. Alors que normalement, à ce moment-là du film, ça aurait dû être game over pour notre ami Apocalypse. Après, l'un des arguments que j'entends un peu de ci de là et qui est extrêmement absurde pour expliquer cette scène complètement lunaire, c'est le fait que apparemment Apocalypse adapterait sa perception et son cerveau à la vitesse de Quicksilver. Sauf que bien évidemment cet argument ne tient pas, et ce pour plusieurs raisons. Déjà le facteur temps. Apocalypse n'a juste pas le time, il n'a pas le temps, littéralement. Les actions de Quicksilver se déroulent en une fraction de nanosecondes. Et même si Apocalypse possède une capacité d'adaptation, admettons, cela ne signifie pas qu'il peut réagir à une vitesse qu'il n'a jamais encore expérimentée. Imaginez que ses rétines ou son cerveau s'ajustent en un clin d'œil est juste ridicule. Et même si on parle des règles du jeu de l'univers des X-Men, ça ne prend pas en fait. Parce que si Apocalypse pouvait réagir aussi vite, il aurait utilisé cette capacité bien avant cette scène et surtout bien après cette scène. Et rien dans le film ne montre qu'il a un temps de réaction ou une perception s'approchant de celle de Quicksilver. Lui attribuer soudainement cette capacité est juste un exemple classique de plot armor, donc d'armure scénaristique. Et conclusion, Apocalypse ne peut tout simplement pas réagir à une vitesse qu'il n'a jamais possédée et qu'il ne possédera jamais. Ce moment n'est rien d'autre qu'un exemple de mauvaise écriture pour justifier une défaite forcée pour notre ami Quicksilver. Il faut le dire, les films de la saga X-Men oscillent constamment entre
exploiter pleinement les capacités de Quicksilver pour des scènes spectaculaires et ignorer complètement les implications de tels pouvoirs dans des moments cruciaux. Par exemple, encore une fois, dans Day of Future Past, notre ami Vif Argent est retiré de l'intrigue juste après la scène du Pentagone. Probablement parce que sa présence aurait rendu le reste du film trop facile pour les héros, en fait, c'est ça le problème. Si Quicksilver reste sur place, il n'y a plus de film, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de difficultés, tout est réglé en même pas 2 temps de mouvement. Et dans Apocalypse, encore une fois, il est sous-utilisé lors de la bataille finale, malgré son potentiel évident pour renverser la situation. Et cela reflète une écriture paresseuse de la part des scénaristes, qui priorise le spectacle visuel plutôt que la cohérence narrative. Et le problème de cette version de Quicksilver dans Day of Future Past et dans Apocalypse, ça met en lumière l'incapacité des scénaristes justement à écrire un speedster sans compromettre la logique interne de ses capacités. Et dans chaque cas, ses pouvoirs sont juste soit sous-utilisés, soit totalement surcraqués pour maintenir une tension artificielle. Et Quicksilver perd non pas à cause de ses adversaires, mais à cause des scénaristes qui s'en battent les steaks de maintenir une cohérence narrative. Bon, maintenant, on va s'intéresser à un autre Quicksilver, le Quicksilver du MCU. Alors, dans l'univers cinématographique Marvel, Quicksilver est nettement moins impressionnant, c'est vrai. Il est rapide, mais sa vitesse ne lui permet pas de figer le temps ou même de manipuler son environnement avec la même précision que son homologue des X-Men. Et il semble également moins résistant et s'épuise relativement rapidement. Mais même là encore, il y a pas mal de scènes qui ne font pas sens. Par exemple, on va prendre la séquence où notre ami Quicksilver tente de saisir le marteau de Thor, alors que Thor le lui lance. En fait, c'est ridicule parce qu'on voit effectivement que lorsqu'il tente de saisir Mjolnir, Quicksilver est projeté violemment sur une longue distance. Et bien que cela puisse être logique en raison de la force du marteau, l'énergie kinétique, tout ça, on peut se demander pourquoi Quicksilver n'a tout simplement pas lâché prise avant d'être expulsé en bas de l'escalier. Avec ses réflexes surhumains, Vif Argent aurait dû être capable de relâcher le marteau en une fraction de seconde. Cependant, cette scène peut être quand même excusée comme une maladresse dans son exécution, plutôt qu'un véritable exemple de mauvaise écriture. Cela étant dit, je préfère en parler quand même. Par contre, le truc qui fout vraiment le seum, c'est sa mort face au Quinjet, puisque le moment le plus controversé de la mort de Quicksilver, c'est le fait qu'il se sacrifie pour sauver Hawkeye et un enfant des tirs d'un espèce de jet. Et si Quicksilver est assez rapide pour intercepter les balles, il aurait pu tout aussi bien déplacer Hawkeye et l'enfant également, hors de la trajectoire, au lieu de s'exposer directement. Ce choix n'a pas de sens compte tenu des capacités de Quicksilver. De plus, la mise en scène amplifie l'incohérence de ce moment en montrant Quicksilver apparaissant à un endroit différent de celui où il se trouvait une seconde plus tôt. Et voilà, donc le Quicksilver du MCU meurt à cause d'une écriture paresseuse encore une fois, qui ignore les limites et les capacités logiques de ses pouvoirs. Après, on va le dire, certains fans soutiennent que Quicksilver meurt parce qu'il déplace Hawkeye et l'enfant à l'abri avant de se repositionner et prendre les balles. Le problème, c'est que cet argument ne tient pas pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une incohérence spatiale là. La scène montre clairement que Quicksilver bouge vers la droite avant d'apparaître soudainement à gauche afin d'intercepter les balles. Cette transition spatiale est mal exécutée et brise la continuité visuelle. Et au-delà de ça, il y a un manque de logique, assez flagrant. Si Quicksilver avait assez de vitesse pour bouger Hawkeye et l'enfant, il aurait pu tout aussi bien facilement éviter les balles, ou même déplacer les deux hors de la ligne de tir, sans se sacrifier, en fait. Et son décès repose juste sur une écriture qui ignore ses capacités. En fait, c'est juste les scénaristes voulaient juste crever Quicksilver, ils ont dit vas-y, il meurt et puis on s'en bat les steaks. Sauf que voilà, encore une fois, c'est mal écrit. Et il y a un sacrifice de la logique des pouvoirs de Quicksilver au profit sur l'autel d'une scène un peu dramatique. Bon, allez, on va arrêter avec Quicksilver parce qu'on en a assez parlé, et on va parler maintenant, on va le dire, d'une œuvre que j'aime pas mal, je fais pas mal de vidéos là-dessus, on va parler d'Invincible, et tout particulièrement de Red Rush. Alors Red Rush, personnage issu de Invincible, le comics et également l'animé, même si là on va mettre de côté la continuité du comics et seulement s'intéresser à la version donc de la série animée que l'on connaît, voilà. Parce que c'est deux continuités différentes, d'ailleurs on va en parler un peu vers la fin de la vidéo. En tout cas, Red Rush incarne parfaitement le concept classique du speedster, c'est-à-dire il est rapide, il est agile, et il est doté d'une perception du temps qui dépasse l'imaginable. C'est-à-dire qu'il expliquera lui-même à sa petite amie Olga que chaque conversation banale lui semble durer des heures, ce qui démontre une capacité mentale à percevoir et à réagir au monde environnement à une vitesse absolument extrême. Cependant, son rôle dans l'histoire illustre un problème récurrent. La façon dont les scénaristes sacrifient la logique pour faire avancer leur intrigue est juste ridicule. Parce que si on parle un peu de sa confrontation avec Omni-Man, eh bien on voit que ça ne fait pas sens, puisque dès le début encore une fois, Red Rush est montré comme un héros incroyablement rapide. Sa capacité à réagir à des événements à vitesse normale est établie comme l'un de ses traits fondamentaux. Pourtant, lors de la célèbre scène où Omni-Man attaque les gardiens du globe, Red Rush est non seulement rattrapé, mais surtout son bras est saisi par Omni-Man en plein mouvement par un personnage qui, bien qu'incroyablement fort, Nolan Grayson, n'est pas un speedster.
Cela pose un sérieux problème de cohérence. Pour qu'Omni-Man puisse attraper Red Rush, il aurait fallu que sa perception et ses réflexes soient au même niveau que ceux d'un speedster, ce qui n'a jamais été établi dans l'univers. Et encore une fois, je ne parle que de l'univers de l'animé. Et même si Omni-Man est capable de voler à des vitesses astronomiques, cela ne signifie pas qu'il peut rivaliser avec la perception du temps de Red Rush. Le speedster, qui est Red Rush, aurait dû être capable de réagir, esquiver, même attaquer de manière décisive. Et en réalité, encore une fois, il y a un problème de la logique narrative d'Invincible, puisque l'idée que Red Rush puisse être touché de cette manière et même attrapé est une construction artificielle qui sert uniquement à donner un avantage totalement faux et totalement illogique à Omni-Man. Plutôt que de créer une confrontation crédible où Omni-Man utilise ses véritables atouts pour battre Red Rush de façon logique, eh bien la scène s'appuie sur une réécriture des règles établies pour Red Rush afin de battre Red Rush. Et verdict, Red Rush n'a pas perdu à cause d'Omni-Man, parce qu'Omni-Man est plus intelligent, plus fort que lui, mais juste à cause d'une mauvaise écriture qui a ignoré ses capacités au moment où clairement c'était opportun. Maintenant, après, il y a plein d'arguments pour expliquer cette scène qui est complètement ridicule. Par exemple, il y en a qui disent que notre ami Omni-Man arrive à attraper Red Rush parce qu'il a 10 000 ans d'expérience et qu'il a eu une capacité d'adaptation. Bref, tout ça c'est absurde. Bon, déjà, parlons de la perception de Red Rush. Chaque coup qu'il donne devrait se faire en une fraction de seconde. Le fait qu'il soit attrapé implique qu'il a arrêté de bouger assez longtemps pour que Omni-Man puisse lever la main et attraper son poignet. Cela ne colle pas avec le fait qu'on le décrive comme un personnage voyant tout en slow motion. C'est-à-dire que, normalement, Red Rush, il le dit. Il voit tout au ralenti. Et encore une fois, et au-delà de ça, il y a quand même la réalité des capacités d'Omni-Man, qui ne montre jamais une telle vitesse ou perception dans d'autres scènes où on le voit se battre. Parce que si cela était vrai, il n'aurait jamais été neutralisé par des robots ou frappé par des personnages plus lents. Bah oui, comment tu veux... Normalement, Omni-Man n'aurait jamais dû être touché par personne. Surtout dans la scène un peu lunaire où tu le vois se faire gangbang par une bande de cyborgs. Le gars, il se fait mordre et tout. Non, bah, c'est un truc de fou. Ça n'a aucun sens. Cette scène n'est qu'un exemple classique de mauvais writing où un speedster est bridé pour justifier une victoire forcée. Et si Red Rush avait agi comme un vrai speedster, il aurait été intouchable. Et bien sûr, je sais très bien que dans les commentaires, on va me dire oui, mais dans les comics Invincible, c'est pas la même chose. Nanani. Nolan Grayson, Omni-Man est beaucoup plus fort dans les comics. Écoutez, là il s'agit de continuités totalement différentes, c'est pas du tout le même univers. Vous voyez bien, surtout dans la saison 2, que c'est... Voilà, il y a plein de différences au niveau du scénario, au niveau des personnages, au niveau du développement de tout ça, au niveau du développement de l'univers, au niveau du lore, il y a plein de différences. C'est pas la même chose. Donc le comics Invincible, c'est un délire, et l'animé Invincible, c'est un autre délire. Donc les mecs qui vont essayer de me justifier ces bêtises en prenant le comics, vous n'avez pas compris en fait. Vous n'avez pas saisi le délire. Je suis désolé les gars. Bon, maintenant on va parler de quelque chose dont j'avais jamais encore parlé, on va parler un peu de l'univers de The Boys, et surtout on va parler de A-Train. Alors, contrairement à Red Rush, A-Train de The Boys est un speedster dont les capacités sont limitées par des facteurs internes et émotionnels. Bien qu'il soit extrêmement rapide, sa dépendance aux drogues composées de V-Compound, ainsi que ses problèmes de santé cardiaque, introduisent une vulnérabilité unique. Et effectivement, il a des forces et des faiblesses, le A-Train, puisqu'il possède une vitesse phénoménale et une capacité de réaction vraiment très impressionnante, comme on le voit lorsqu'il s'injecte instantanément une substance tout en courant à pleine vitesse. Cependant, ses pouvoirs sont compromis par les effets secondaires de ses abus de drogue, qui provoquent, on va le dire, des arrêts cardiaques et limitent sa capacité à maintenir sa vitesse sur de longues périodes. Au-delà de ça, lorsque A-Train perd sa jambe, certains pourraient argumenter qu'il aurait dû être capable d'esquiver l'attaque grâce à sa vitesse et sa perception. Cependant, la scène est écrite pour montrer A-Train dans un état émotionnel et physiquement affaibli. Il est distrait, vulnérable, et son incapacité à réagir peut être attribuée à son état psychologique fragile. Donc contrairement à Red Rush, cette défaite semble être mieux justifiée dans le contexte narratif, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une question intéressante dans The Boys, c'est de savoir si A-Train pourrait vaincre Homelander dans un affrontement direct. Parce que attention, j'ai pas encore vu la saison 4, donc bon, quand je la verrai, on verra bien, peut-être qu'ils se battent tous les deux, mais pour l'instant, je ne sais pas. Parce que Homelander est incroyablement fort et incroyablement résistant, mais A-Train, grâce à sa vitesse et sa capacité à attaquer rapidement, pourrait potentiellement lui infliger des dommages significatifs. Toutefois, la personnalité d'Homelander et sa position de dominance dans l'histoire de The Boys empêchent cette confrontation d'avoir lieu. En théorie, A-Train aurait tous les moyens de rivaliser avec Homelander, mais la dynamique narrative s'assure que cela reste une hypothèse. Et donc, contrairement à Red Rush, les défaites d'A-Train sont généralement bien intégrées dans l'intrigue, il faut le dire. Ces pertes ne sont pas dues à une réécriture des règles, mais juste à ses propres faiblesses et aux limites qui ont été établies dès le début de son introduction. C'est pas on te dit ouais finalement il est malade au bout de 40 épisodes. Dès qu'il est introduit dans la série, A-Train, on te dit qu'il y a plein de limites. Et c'est comme ça qu'on écrit un personnage logique.
Après, certains fans avancent que Homelander possède des capacités de perception rapide, basant leur argument sur des moments de The Boys où notre ami Homelander réagit à des explosions. Cependant, il y a un problème de vitesse de réaction, parce que si Homelander avait réellement des capacités de réaction extrêmement impressionnantes, on se demande pourquoi il se laisse surprendre à de multiples reprises par Soldier Boy, Butcher ou Maeve. Ces moments montrent clairement qu'il n'agit pas comme un speedster. Et puis il y a des erreurs de continuité, parce que les scènes d'explosion dans The Boys sont souvent mal interprétées, ou peut-être mal animées surtout, donnant l'illusion de vitesse extrême alors que c'est pas le cas. Parce que si Homelander était un vrai speedster, ça détruirait complètement la tension dramatique de l'histoire, ça le rendrait totalement invincible. Et justement, Homelander, c'est ça l'intérêt du personnage. C'est qu'il a cet aspect d'être complètement invincible, mais finalement il ne l'est pas. Et faire de Homelander un speedster serait en fait une erreur narrative, qui ne colle pas du tout avec le reste de ses capacités. En fait, en ce qui me concerne, c'est une surinterprétation des moments qui, intentionnellement ou non, n'ont jamais été pensés pour faire de lui un personnage ultra rapide. Bon allez, maintenant on va essayer de finir cette vidéo avec The Flash. Alors, là par contre, je vais pas parler des comics, parce qu'encore une fois, d'ailleurs, parler de Flash des comics, ça voudrait rien dire, parce que même dans les comics, il y a avec 1 milliard d'auteurs différents qui ont écrit Flash un peu à leur sauce, donc ça voudrait rien dire de dire ouais, le Flash des comics. Là, je vais vraiment limiter mon corpus, entre guillemets, en parlant du Flash de la version Snyder Cut de Justice League, qui est probablement l'un des speedsters les plus impressionnants jamais représentés, puisqu'il a une capacité à inverser le temps, il a des réflexes extraordinaires et une perception du monde en slow motion, en ralenti. Et donc il est clair qu'il représente un défi narratif immense. Mais est-ce que ce défi est relevé avec cohérence dans le film? Eh ben non. Voilà. Bon déjà, on va parler de la blessure par balle qui est juste une absurdité. Évidemment, là il s'agit de la scène où Barry court en cercle pour alimenter Cyborg et contrer la Mother Box. Il se fait donc tirer dessus par un alien et bon, bref, c'est problématique pour plusieurs raisons. Déjà, on va parler des réflexes de Barry. Avec des capacités de super vitesse et une perception décuplée, Barry devrait pouvoir anticiper et même esquiver un tir à bout portant, à la limite, c'est même pas le problème. Sa perception du monde lui permettrait normalement de voir les événements au ralenti, et se faire toucher par un tir de cette manière contredit tout ce que nous savons sur ses pouvoirs. Et même la cohérence des dégâts est justement incohérente, puisque Barry trébuche suite à l'impact, mais cela pose aussi des questions. Parce que même si on admet qu'il peut être blessé, la nature même de ses pouvoirs aurait dû lui permettre de minimiser les dégâts, ou même d'éviter complètement l'attaque. Et donc cette scène n'est pas crédible, et elle sert uniquement à introduire un moment de vulnérabilité pour le héros, mais encore une fois, ça ignore la logique interne des capacités de Flash. Et d'ailleurs, l'un des moments les plus mémorables du film, c'est la confrontation entre Barry et Superman, après la résurrection de ce dernier. Parce que dans cette scène, Superman est capable de suivre Barry du regard, et même de se déplacer à une vitesse comparable à celle de Barry. Et contrairement à la blessure par balle, cette scène est beaucoup plus défendable, mais finalement pas vraiment. Parce que, attention, Superman est un kryptonien, ce qui signifie qu'il possède des capacités physiques qui dépassent largement celles d'un humain. Et dans cette scène, il est établi qu'il peut réagir à la vitesse de Flash, bien que quand même moins rapidement que Flash lui-même. Et ça fait sens dans l'univers d'ici. Le problème, et là on y arrive, c'est pas un problème avec Flash, c'est un problème avec Superman. Parce que donner à Superman des réflexes de speedster, le rend absolument invincible. C'est le problème. En combinant sa force, son invulnérabilité et ses réflexes surhumains, il devient pratiquement imbattable. Déjà qu'il l'était avant, alors là, c'est juste la porte ouverte à toutes les fenêtres. Cela soulève une question. Pourquoi Superman ne résout-il pas tous les conflits instantanément s'il possède de telles capacités? Et bien que cette scène fonctionne sur le plan visuel et dramatique, elle introduit des problèmes dans les autres films de l'univers d'ici. Si Superman est capable de rivaliser avec Flash, pourquoi perd-il face à des adversaires beaucoup moins puissants, comme Batman dans Batman vs Superman? Cela met en lumière une incohérence fondamentale dans la gestion des pouvoirs Superman. Maintenant, encore une fois, on va sûrement me défendre Batman vs Superman en me disant que la scène où Batman tire une balle de kryptonite sur Superman et qu'il y a une espèce de vapeur kryptonitienne, voilà, avec les canisters qui contiennent de la kryptonite, on m'explique que oui, Superman s'est pris ça parce qu'il ne s'est pas mis en mode speedster et il savait pas qu'il y avait des espèces de trucs bizarres de kryptonite dans la balle. Bon, ça tient debout, mais ça soulève une question. Si Superman peut activer sa perception accélérée en réaction à une menace, pourquoi ne l'a-t-il pas fait lorsqu'il a vu la lumière verte sortir de la balle? Bon, déjà, il y a une logique des gaz, parce que le gaz de kryptonite se déplace beaucoup plus lentement qu'une explosion. Et donc, avec ses réflexes, Superman aurait dû être capable de comprendre ce qui se passait et réagir et se barrer à partir du moment où il a commencé à voir la fumée sortir de la balle. Et encore une fois, c'est un problème de cohérence, parce que si Superman peut être surpris par un gaz, comment peut-il ensuite réagir à Flash dans la fameuse scène où il le suit du regard? Cela crée un conflit sur la manière dont ses capacités fonctionnent, laissant la porte ouverte justement aux incohérences et à la mauvaise écriture. Et même avec certains arguments qui peuvent être logiques, cette scène continue de montrer des incohérences dans l'utilisation des capacités de Superman. Et ça affaiblit l'impact du personnage et le place dans une situation où il perd à cause d'une écriture forcée.
en fait, le problème de fond, c'est qu'il y a un dilemme avec les speedsters. Parce que les speedsters dans la fiction, comme Barry Allen par exemple, illustrent à quel point il est difficile d'écrire des personnages surpuissants sans tomber dans des pièges narratifs. Parce que les moments où ils perdent ou échouent sont souvent artificiels, résultant d'un scénario qui ignore totalement les capacités précédemment établies du personnage. Et maintenant on se demande pourquoi ça arrive si souvent. En fait c'est simple, il y a plusieurs raisons. Déjà, première raison, les écrivains sous-estiment la vitesse je pense, parce que beaucoup de scénaristes ne réalisent pas à quel point les speedsters sont ultra puissants. La vitesse en général implique beaucoup plus que juste de courir vite. Ça inclut une perception et une réaction, on va dire, quasi divine. Ignorer cela conduit à des scènes absurdes, où un héros comme Flash est touché par une balle, ou alors perd contre des adversaires beaucoup moins rapides que lui. Et aussi, deuxième raison, c'est parce que il y a des limites narratives à ce pouvoir. Parce que les speedsters bouleversent l'équilibre narratif. Dans un univers où la vitesse peut résoudre tous les conflits instantanément, il devient difficile de créer des tensions ou des enjeux crédibles. Cela force les scénaristes à inventer des faiblesses artificielles ou à limiter leurs capacités de manière arbitraire. Parce qu'en fait, pour écrire un speedster, ça demande une attention particulière aux détails. Déjà, il faut respecter les règles. C'est-à-dire que si un personnage peut percevoir le temps au ralenti, il ne peut pas être surpris ou attrapé la scène suivante, sauf par un autre personnage ayant des capacités équivalentes, ou alors s'il dort. Ensuite, il faut créer des limites crédibles au personnage, pour éviter des moments absurdes. Donc les scénaristes doivent établir des faiblesses cohérentes dès le départ. Cela peut inclure des restrictions physiques ou des contraintes liées à l'environnement. A-Train est un bon exemple. Et il ne faut pas sacrifier la logique pour une ou deux scènes dramatiques. Les moments émotionnels doivent être organiques, pas forcés, en ignorant les pouvoirs du personnage, afin de pouvoir mettre en scène cette séquence en se disant « Ok d'accord, mon personnage aurait pu éviter ce moment dramatique, mais on s'en fout. » Bah non en fait. Et en gros, le problème fondamental avec les speedsters, c'est que leurs capacités ne sont souvent pas bien comprises, même par ceux qui les écrivent. En fait, il n'est pas nécessaire qu'un speedster atteigne des vitesses irréalistes comme Mach 8000. Un personnage comme Dash, c'est-à-dire Flèche, dans Les Indestructibles, fonctionne très bien en restant à des vitesses tout à fait gérables, voilà, de 200 à 300 km selon les films, tout en étant vulnérable à des menaces humaines plausibles. Et l'écriture de Dash montre qu'il peut se faire capturer ou même être en danger, sans pour autant briser la logique de son univers. Cela prouve que écrire un bon speedster est possible, il suffit juste de rester cohérent et de ne pas transformer le personnage en une entité complètement incontrôlable. Au final, et on va finir la vidéo là-dessus, les speedsters, pour la plupart, devraient être traités comme des entités quasiment Lovecraftiennes, en fait, dans leurs univers respectifs. Mais le problème, c'est que la plupart de ces speedsters sont souvent relégués au rôle de second couteau, de faire valoir, de victimes de mauvais choix scénaristiques. Et pour que leur histoire fonctionne réellement, il faudrait que leur pouvoir soit respecté, soit intégré de manière cohérente ou alors limité. Alors on va finir la vidéo ici en espérant qu'elle vous ait plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien effectivement que je parle un peu des super-héros. Je parle assez peu des super-héros parce qu'en général les vidéos marchent pas. Donc si vous voulez que je refasse des vidéos sur Marvel ou je sais pas quoi, sur les super-héros en termes général, likez la vidéo, partagez-la les gars. J'en ai vraiment besoin. Vous voyez effectivement que j'essaie de, je sais pas si on peut dire professionnaliser la chaîne, mais en tout cas, essayer d'éviter de vous donner du slop, ce que disent les Américains, le slop, c'est-à-dire, des vidéos quasiment tous les jours, mais avec une qualité merdique. Là, j'essaie d'augmenter un peu la qualité, donc s'il vous plaît, essayez de suivre, et essayez de pousser les vidéos et pousser la chaîne. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, à la prochaine.